Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors, je me présente, je suis Camille Barneau, je suis la directrice du Volcan, donc la scène nationale du Havre où nous nous trouvons. Bienvenue déjà à toutes et tous ici au Volcan. Je vais commencer par dire un grand merci à l'équipe d'Un été au Havre et de Métamorphose pour cette nouvelle collaboration autour de cet événement qu'on aime beaucoup ici au Volcan. Évidemment parce que le sujet de la métamorphose nous concerne, hein, c'est le principe même du théâtre. Et puis au-delà, il y a des thématiques, je crois, qu'on va retrouver qui nous interrogent aussi. Vous avez vu peut-être ces grandes affiches rouges, c'est notre prochain temps fort au Volcan qui s'appelle Déviation et qui vise en tout cas à inviter des œuvres qui interrogent un peu le rapport œuvre-spectateur, soit assez drastiquement avec un artiste par exemple que Théo Mercier que vous connaissez peut-être, hein, qui nous met debout au plateau dans des déchets recyclés, dans un inconfort, mais aussi un artiste qui s'appelle Eric Arnal Burchi qui va nous proposer de ressentir ce que c'est que d'être une montagne, et puis tout un parcours aussi sur le territoire de la ville du Havre, dans des médiathèques, chez des partenaires, toujours pour interroger encore une fois ce rapport entre l'œuvre et le spectateur et voir ce qu'on peut en faire. Voilà, donc c'est toujours un très grand plaisir, encore une fois, d'accueillir cet événement. Je vais tout de suite vous laisser avancer et passer la parole à Fabienne Delafosse, qui est, ce qui est très important pour nous, vice-présidente du Volcan, je le redis à chaque fois, mais également adjointe au maire du Havre à la culture. Voilà, merci beaucoup. Merci Camille, bonjour, bonjour à tous. En fait, j'ai eu une discussion avec mon fils il y a quelques jours sur le pickleball. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le pickleball. Bon, moi personnellement, je ne connaissais pas du tout. Et donc, il m'expliquait qu'il y avait un de ses copains qui jouait. Donc, le pickleball, grosso modo, ça se fait sur un terrain qui a la taille d'un terrain de badminton, avec une raquette qui ressemble à moitié à une raquette de ping-pong, et tout ça en jouant au tennis. Donc, c'est un mix de tous ces sports. Et là, vous vous dites, l'adjointe à la culture qui nous parle de sport de si bon matin, où est-ce qu'elle veut en venir? En fait, j'ai cherché, parce que j'aime bien comme ça, quand on me titille sur un sujet que je connais pas, aller regarder un peu ce qui s'y passe. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de villes. C'est d'abord un sport américain, hein, qui s'est développé beaucoup dans les années 60 et qui arrive en Europe là, depuis une dizaine d'années. Et il y a plein de villes, Nice, Bordeaux, Nantes, qui sont en train d'adapter leur espace public pour que les gens puissent pratiquer ce sport. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la ville, c'est ça. C'est une transformation continue en fonction des usages de ses habitants. Et je suis ravie que Gaël ait eu l'idée, quand il a postulé pour un été au Havre, d'attaquer aussi un été au Havre par ce biais-là, par ces journées-là, pour qu'on puisse discuter de comment finalement une ville se transforme, bien sûr par l'art, mais aussi par tout un tas de choses d'urbanisme, de paysagisme, tout ce qui fait finalement qu'une ville est une ville. Et je lui disais tout à l'heure, pour moi, en fait, je ne sais pas où ce genre de journée pourrait avoir lieu à part au Havre. Parce que s'il y a bien une ville qui a l'art de la métamorphose, c'est quand même nous. Je pense qu'il y a beaucoup de Havrais dans cette salle. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Créée par décision royale en 1517, d'abord un port, puis une ville au 18e, commerciale, avec un commerce international qui s'installe. Au 19e, mise en lumière par Monet, qui crée le mouvement impressionniste avec Impression, le soleil levant, hein, qui sublime les lumières qu'on a ici. Et puis on est détruit entièrement, on l'avait déjà été, et on est à nouveau détruit. Et là, il faut à nouveau se réinventer. Et c'est Perret qui vient, avec son architecture si particulière, finalement réveiller, et en tout cas éveiller notre ville. Et je vous parle de Perret parce qu'on va fêter cette année les 20 ans du classement UNESCO. Et il y a toujours quelque chose, moi, qui me travaille avec ce classement UNESCO. On dit, c'est à partir du moment UNESCO, les Havrais ont été enfin fiers de leur ville. Moi, je crois que ce n'est pas du tout vrai. Je pense qu'on a toujours été très fiers de notre ville. En tout cas, on aime y habiter. Je ne sais pas si on aime l'architecture, mais en tout cas, on aime y habiter. Et ce qu'a permis le classement UNESCO, c'est un espèce d'argument d'autorité. C'est-à-dire que jusque-là, dans la presse, les gens, les touristes qui pouvaient venir disaient... Moi, j'avais ressorti une enquête qui avait été faite comme ça dans la presse jusqu'en 2017. Des mots qui revenaient le plus souvent quand on parlait du Havre. C'était gris, c'était Stalingrad-sur-Mer. J'ai vu Max Sifto tout à l'heure qui nous explique régulièrement que ça ressemble à tout sauf à Stalingrad-sur-Mer. Mais c'était quand même les mots qui revenaient. Et en fait, on ne comprenait pas forcément pourquoi les gens disaient ça. On voyait bien qu'effectivement, notre ville elle a été particulière parce que reconstruite. Et donc, il y a eu cet argument d'autorité qui a permis de dire aux gens « Ah ben non, ta ville, elle est moche. » Elle dit « Ok, peut-être tu la trouves moche, mais elle est remarquable. Elle est remarquable
parce qu'elle est classée patrimoine mondial à l'UNESCO. Voilà, je fais cette petite parenthèse parce qu'on va fêter les 20 ans et que c'est important, je crois qu'on est tous ça en tête. Et puis ensuite, il y a eu un été au Havre. Et là, un été au Havre, c'est venu révéler notre ville, révéler des endroits, révéler son architecture, révéler ses grands espaces, d'abord avec Jean, avec des œuvres extrêmement monumentales, et puis de manière, je trouve aussi beaucoup plus fine aujourd'hui par Gaël, qui vient aussi révéler d'autres choses. Je pense notamment à l'œuvre Pacifique, les amphores, je les appelle les amphores d'habitude, donc là je fais un peu ma maline, parce que j'ai regardé le nom de l'œuvre ce matin. Donc Pacifique qui vient rappeler aussi qu'on est une ville de commerce, de port, et que c'était finalement les premiers contenants. Donc je voulais vraiment dire un grand merci à Gaëlle, parce que en tant qu'élue, mais aussi en tant que citoyenne, on se pose tous la question de quelle sera notre ville demain. On sait qu'on va avoir à faire face à des défis extrêmement importants, à la fois de développement durable, mais aussi de s'adapter aux usages. Alors, on le fait aujourd'hui, on crée des pistes cyclables, on végétalise, on transforme régulièrement des parkings. C'est le cas là juste à côté de nous, sur la place du Vieux Marché. Et c'était, pour ceux qui s'en souviennent, le quai Southampton, aujourd'hui Esplanade Nelson Mandela, qui là aussi a été sublimé par l'art, mais on transforme la ville. Et une ville, c'est ça. Une ville, c'est toujours un mouvement. Une ville, il faut que ça avance, mais il faut aussi que ça tienne compte des usages, des particularités. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui, je crois, dans cette journée, c'est qu'on réfléchit avec des gens bien plus experts et qui ont testé, parce qu'il y a aussi des choses qui se testent, parce que quand on transforme comme ça la ville, et ben, on regarde les usages, mais les usages, ils sont très mouvants. Vous le savez tous, jusqu'à 20 ans, c'était la voiture qui était reine, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, c'est comment on anticipe tout ça pour pouvoir construire la ville de demain, parce qu'on sait que c'est un temps long. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain. On ne peut pas se dire du jour au lendemain, on pourrait, il y a plein de gens qui vous disent oui, mais il faudrait faire ça, il faudrait faire ci. Oui, mais c'est un temps long. Et donc, c'est bien que dès aujourd'hui, on puisse se poser les questions de savoir quelle ville on veut pour demain et quelles petites pierres il faut mettre les unes après les autres pour pouvoir arriver à une ville qui soit soutenable. Voilà, j'ai commencé par le sport et je finirai donc par le sport en vous citant Michael Jordan. Voilà, une fois n'est pas coutume, bon, peut-être lié à la série qui existe en ce moment sur lui. Et il a dit, j'essaie de m'en souvenir, il y a ceux qui aimeraient que ça arrive, il y a ceux qui veulent que ça arrive, et il y a ceux qui font que ça arrive. Et je crois que tous les gens qui vont intervenir ici, c'est ceux qui font que ça arrive, qui font que les villes évoluent et qu'elles puissent devenir soutenables pour l'avenir qui nous attend. Voilà, donc un grand merci, pardon, j'ai été un peu longue, à toute l'équipe d'Un été au Havre, à toi Gaëlle, pour nous organiser, nous donner vraiment cette chance, parce que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à une journée comme Métamorphose. Voilà, très bonne journée à tous. Merci beaucoup Fabienne. Tu m'as dit que tu ne savais pas ce que tu allais dire, mais franchement, tu m'impressionnes toujours. Bonjour et merci de venir toujours aussi nombreux. C'est vraiment un honneur et puis je dirais une surprise, parce que comme le disait, c'est vrai Fabienne, quand j'ai imaginé cet événement, pour moi, c'était pas forcément évident que ça prenne, qu'il y ait un vrai intérêt pour ces questions toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui. Et c'est vraiment un immense plaisir de se lever ici au Havre et de voir que vous êtes aussi nombreux et nombreux. Ça me fait vraiment très chaud au cœur. Je crois que ça fait très chaud au cœur à toute l'équipe aussi qui a travaillé sur cet événement et qui travaille sur Un été au Havre au quotidien. Donc c'est l'occasion de les remercier. Toute l'équipe du GIP, Groupement d'intérêt public Un été au Havre. Stéphanie Bacot, Karine Leroux, Joséphine Duménil, je vais en oublier, François Bellesœur qui travaille à mes côtés. Ça va être essentiellement mon introduction, ça va être des remerciements en fait, parce qu'on remercie jamais assez, on regrette toujours, donc je vais faire beaucoup de merci. On remercie aussi l'OGEO, le bailleur social que vous connaissez, et la Grande École qui sont partenaires de cet événement. On remercie bien évidemment Camille qui ne m'écoute pas, mais non, je dis ça pour rire, t'inquiète pas. et le Volcan. Ah bon, super. Camille et toute l'équipe du Volcan qui met le lieu à disposition pour nous. On adore cet endroit. On est entre nous, donc je vous dis un peu toutes les coulisses. On se pose au fil des années la question de savoir si on change, parce que on commence à être un peu à l'étroit. Moi, j'aimerais vraiment qu'on reste ici, donc on verra si on peut encore agrandir le public. J'aime bien ce format, je trouve que c'est moins autoritaire que la grande salle en longueur. Et vous le savez si vous êtes déjà venu, l'idée c'est aussi que vous puissiez poser des questions, qu'on puisse échanger avec les intervenants. Bref, on est entre nous, on est un peu comme au café d'ailleurs. Il y a du café, il y avait des cookies, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, mais si jamais vous pouvez faire un saut entre les interventions. Il y a des jus de fruits.
il y a ce midi, pour ceux qui passent toute la journée avec nous, un food truck qui sera situé, dis-moi François, là, il sera là à la sortie, donc vous pourrez même vous restaurer. Et c'est mon côté présentateur télé. J'ai des cadeaux pour vous aujourd'hui, j'ai des cadeaux pour vous, puisqu'on a sorti un catalogue sur l'épi de Stéphane Vigny. Vous savez, l'année dernière, dans la saison de 2024, on a réalisé une œuvre pérenne qui est vraiment magnifique, qui est Le long de la plage, qui est l'œuvre de Stéphane Vigny, qui est un hommage au dernier épi du littoral. Et donc, aujourd'hui, on vous a apporté ces catalogues et vous pouvez repartir avec. J'espère qu'il y en aura assez. On verra. Vous vous souvenez, j'essaie de vous montrer ça quand même parce que je n'ai pas d'image, mais l'épi, c'était cette structure en bois le long de la plage. C'était le dernier en bois. Et Stéphane Vigny, l'artiste que j'ai invité l'année dernière, a recréé cet épi dans son état d'usure, en béton, avec une technique qui s'appelle la rocaille, qui consiste à imiter la nature avec du béton. Et donc on a comme ça adressé un hommage. Et donc on a sorti un catalogue sur tout le processus de création. Et on l'a fait en partenariat avec le Pasino et Partouche, que vous connaissez, qui sont aussi des soutiens pour Un été au Havre. Et c'est eux qui ont soutenu ce catalogue. Donc on remercie Linda Moren et toutes les équipes qui ont travaillé sur ce catalogue. Je remercie aussi d'ailleurs le syndicat mixte du littoral qui était venu nous chercher sur ce projet, puisqu'en fait, vous savez, Un été au Havre et ce dont on va discuter ici, parfois c'est en lien direct vraiment avec le territoire. On essaie de faire en sorte qu'à la fois ça s'adresse à tous les publics de l'art et tous les publics en général, mais aussi évidemment dans un contexte qui est celui du Havre, notre ville, et cette ville qui a justement autant de facettes qui permet effectivement qu'un événement comme ça se tienne et suscite de l'intérêt. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Est-ce que j'ai oublié des remerciements ou des choses? Non, on est complet. Merci François. Je vais accueillir notre premier intervenant. Soyez indulgents puisque commencer la journée, c'est jamais très simple. Où est-il? Ah ben il était caché, voilà. Je vais accueillir Antoine Lagneau. Vous savez, vous connaissez le principe. On ne va pas intervenir pendant la présentation, mais moi, peut-être de temps en temps, s'il y a un point à éclaircir, je me permettrai d'intervenir dans vos présentations. Donc ça, je dis ça pour tous les intervenants. Je reste à vos côtés, pas très loin. En gros, chaque présentation va durer une demi-heure. Et puis, on essaie de garder un temps de questions-réponses, justement, pour qu'on puisse échanger les uns avec les autres. Donc, Antoine Lagneau, tu es chercheur associé. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est écrit en petit. Et j'ai peur de... Vous savez, je suis arrivé à l'âge, je vois tous les jeunes qui sont là avec nous, je suis arrivé à l'âge où j'achète mes lunettes de vue dans les pharmacies. Et vous savez, les présentoirs où il y a des lunettes, vous ne savez jamais à quoi ça sert. En fait, c'est pour les gens comme moi qui, à un moment, doivent mettre ces lunettes. Et donc, tu es chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire de recherche Société Sensibilité Soins à l'Université de Dijon. Et tu vas nous parler on a ta présentation ici, tu vas nous parler... de l'attention portée au vivant, mais je sais que ta présentation va aller un peu au-delà avec des choses assez surprenantes. Antoine, je te donne la parole. Je sais que ce n'est pas facile de commencer et je reste pas très loin. Merci. Vassili, si tu peux intervenir. Je vous présente Vassili, qui va venir de nombreuses fois aujourd'hui. Bravo Vassili. Bien, merci Gaël, merci à vous de m'accueillir. Je ne connaissais pas Le Havre et malheureusement je crois que je ne connaîtrai pas longtemps Le Havre puisque je dois partir assez rapidement à 14h en tous les cas et je suis arrivé tard hier soir et donc je ne l'ai pas beaucoup visité. Et j'espère bien revenir, je ne sais pas si jamais ma présentation convient, peut-être à l'occasion de la 4e édition des Métamorphoses. Mais en tous les cas, voilà. Merci de m'accueillir. Moi, juste pour compléter la présentation faite par Gaël, donc effectivement, je suis chercheur associé au LIR3S à Dijon. J'enseigne à l'Institut Agro de Dijon et également à Paris Cité, c'est plus Paris Descartes, en sciences de l'éducation. Et je m'intéresse depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est l'objet de effectivement cette intervention, à l'agriculture urbaine et également au quartier populaire et le lien entre agriculture urbaine, quartier populaire et transition socio-écologique.
Voilà un petit peu le tableau. Je vais essayer de pas être trop rébarbatif déjà parce qu'il est 9h du matin et ça serait compliqué de démarrer comme ça. Malheureusement, j'ai un petit paragraphe, en tous les cas, 2 petites minutes qui risquent d'être un peu chiantos éventuellement, mais le reste normalement devrait être beaucoup plus dynamique. Simplement, en fait, pour entamer cette présentation et vous parler déjà d'un titre qui, je sais pas, vous dit peut-être pas grand-chose, hein, cette culture de l'attention au vivant. Je suis reparti moi pour ça du travail en général d'André Gorz. André Gorz, donc c'est un philosophe qui a travaillé, c'est un grand philosophe de l'écologie politique notamment. Et il a défini ce qu'il appelle, lui, notamment dans ses travaux, et j'irai pas très loin dans la définition, il a évoqué le monde vécu. Le monde vécu, pour lui, c'est votre quotidien, c'est le milieu de vie dans lequel vous évoluez. Et à travers cette définition du monde vécu, il en a déduit un certain nombre de choses, et notamment, il a beaucoup travaillé sur la question de la sensibilité. Et donc moi, j'ai essayé d'articuler un petit peu ce qu'il a travaillé là avec cette phrase-là, avec cette culture de l'attention au vivant. La culture de l'attention au vivant, donc il faut encore une fois la voir ici comme ce qui compose notre monde vécu, hein, comme ce qui compose nos milieux de vie dans lequel on évolue, vous, moi, tout le monde ici, et que nous avons façonné, que nous avons agencé à notre manière. Et en cela, nos mondes vécus, ils peuvent être soit collectifs, hein, on peut vivre des expériences ensemble, évidemment, hein, comme on est en train de le faire là, ils peuvent être également individuels, ils peuvent interagir, ou ils peuvent tout simplement coexister sans interaction particulière. Ce sont aussi, et surtout, ces mondes vécus, des espaces vivants, des lieux du vivant. Et ce vivant, là, en l'occurrence, il est extrêmement fragile parce qu'il est attaqué souvent de toutes parts, et notamment, et vous allez comprendre pourquoi je vous fais cette longue introduction autour du monde vécu, notamment à travers justement l'agriculture urbaine. Alors, c'est pas l'agriculture urbaine qui attaque le monde vécu et le vivant, mais c'est comment justement l'agriculture urbaine est attaquée et du coup peut elle-même, je dirais, attaquer le monde vécu. Je ne sais pas si vous suivez toujours, mais ça devrait aller mieux encore une fois dans quelques instants. Alors, le vivant qui compose nos mondes vécus, comme je vous le disais, il est fragile, et toute action, au fond, qui vient l'abîmer, cause une blessure, voire même une trace indélébile. Donc quel rapport, voilà, j'y viens, quel rapport avec l'agriculture urbaine, vous allez me dire ? Eh bien, tout simplement, l'agriculture urbaine, elle doit sa résurgence dans nos mondes occidentaux. Alors, pour faire court, hein, elle a disparu de nos cités occidentales au milieu du XXe siècle, consécutivement à la société de consommation. Hein, rappelez-vous au cours d'histoire, hein, les Trente Glorieuses, etc., etc. J'entre pas là-dedans parce que je vais allègrement dépasser mon temps. Mais donc, elle a quitté nos cités. Subsistaient certes quelques parcelles d'agriculture urbaine sous forme de jardins familiaux. Vous avez sans doute entendu parler. Les jardins ouvriers en fait, hein, les ex-jardins ouvriers, mais donc elle est revenue dans nos cités occidentales à la fin des années 60, au début des années 70, du côté de New York, où elle a ressurgi à la faveur, alors j'aime pas trop dire ça parce que ça signifie peut-être que des crises sociales ou des crises économiques sont parfois salutaires. Moi voilà, j'ai pas envie qu'on attende une crise pour devoir aux crises mon salut, mais toutefois, en l'occurrence, effectivement, cette agriculture urbaine, elle a ressurgi dans ce New York qui était extrêmement paupérisé du fait d'une banqueroute qui était extrêmement puissante là-bas en 1973, et elle a ressurgi dans un terrain vague. Avec Lise Christie, qui était une artiste plasticienne. Alors en fait, je suis en train de m'apercevoir que je suis en train de vous parler, mais je vous montre absolument pas la vidéo, enfin les slides, c'est assez classique chez moi, je ne sais pas faire deux choses à la fois. Alors je vais tenter du coup de trouver la flèche qui va bien. Voilà. Alors du coup, ça a plus beaucoup d'intérêt parce que ce que je viens de vous dire là était collé à cette slide là. Simplement, juste pour vous dire, malgré tout, ce que vous voyez là, c'est un lieu qui se situe à Barcelone, qui s'appelle donc Can Masdeu. C'est un ancien sanatorium, une ancienne léproserie plus précisément, qui a été récupéré, investi par un collectif de squatteurs, et un collectif de squatteurs agri-urbains. Ils ont entièrement transformé le lieu. Tout ce que vous voyez en bas là et que vous devinez avec, vous voyez les petits bidons bleus de réserve de flotte, ont été aménagés donc pendant plusieurs années par ces occupants qui sont devenus donc des habitants du lieu et qui ont fini
fini par devenir des habitants du quartier où ils se sont installés et qui sont donc désormais totalement immergés, intégrés au quartier, malgré le fait que les promoteurs immobiliers à Barcelone, Barcelone comme toute métropole, je ne sais pas si elle a un statut de métropole, on va dire que si, comme toute métropole qui se respecte, ayant tendance un petit peu à s'étendre en largeur, en longueur, en hauteur, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, il y a un combat, une tension effectivement autour de cet endroit. Et si je vous le montre, c'est pas tant pour vous faire son historique, mais c'est parce que c'est assez fondateur dans ce que je suis en train de vous raconter là. C'est un lieu où moi j'ai vécu quelques temps, il y a quelques années de ça, et qui a beaucoup compté justement dans ce que je suis en train de vous raconter là. Donc comme je vous le disais, l'agriculture urbaine, elle a ressurgi dans les années 70 du côté de New York, et au fond, elle a ressurgi donc dans un terrain vague. Et ce qui m'intéresse, moi, justement, c'est ce terrain vague. Ce terrain vague, il est dans cette histoire, au fond, totalement ancré dans le monde vécu de celles et ceux qui se sont mis à cultiver cette terre new-yorkaise pour en sortir des patates, pour en sortir du légume, pour surtout en sortir du lien social. C'est ça qui comptait énormément. Et donc, ça a véritablement ancré ce terrain vague dans leur quotidien, dans leur milieu de vie. Et à la fois pour celles et ceux qui y cultivaient, mais on n'a pas fait que y cultiver dans ces terrains vagues. En 1973, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous ici qui s'intéressent au hip-hop et au rap et aux autres musiques urbaines. En 1973, vous le savez donc sans doute, le hip-hop est né à New York, ou plus précisément le break, notamment avec DJ Kool Herc, pardonnez-moi mon non-accent anglais plutôt. Donc du coup, sur ce terrain vague, alors c'est pas le même terrain vague, c'est pas celui où on a cultivé, où DJ Kool Herc a sorti ses platines. C'était un terrain vague qui se situait dans le Bronx pour le rap, et un terrain vague qui se situait du côté de Houston pour l'agriculture urbaine. Mais ces deux terrains vagues, quelque part, sont là vraiment pour moi une représentation de ce qu'un territoire fait à nos mondes vécus, à nos mondes vécus, et à l'attachement qu'on y porte, et donc au poids que ça a quand on touche à ces terrains vagues. Et quand on touche à ces terrains vagues, je veux dire par là, au fond, quand effectivement ils finissent par être récupérés, ils finissent par être récupérés par une municipalité, ils finissent par être récupérés par un propriétaire privé, bref, quand ils finissent tout simplement par changer de destination. Alors je vais essayer, en même temps que je parle, malgré tout, voilà Lise Christie, on est en 1973, elle est sur son terrain vague, sur son lieu donc qu'elle a construit, et c'est là où effectivement est né, vous voyez, le premier community garden. Alors jardin communautaire en français, on ne dit pas trop communautaire en France, c'est toujours très connoté, donc plutôt jardin partagé pour ce qui est donc de ce terrain. Et donc c'est des terrains qui ont souvent, comme je vous le disais, un statut peu enviable parce qu'ils sont rarement pérennes, par définition. Alors quelques-uns restent très très longtemps, mais aujourd'hui on a plutôt tendance à se dire qu'un terrain vague est fait pour justement soit être construit, mais surtout pas pour rester un terrain vague en tant que tel. Ça peut peut-être changer. D'ailleurs, il y a un certain nombre de mouvements qui souhaitent que ça change, un certain nombre de chercheurs qui souhaitent que ça change, de militants du terrain vague qui souhaitent que ça change, mais en l'occurrence c'est quand même assez compliqué. Donc c'est un objet qui est parfait pour moi, ce terrain vague, et donc l'agriculture urbaine, pour comprendre l'attachement que suscite quand on évolue dessus, et l'émotion surtout que l'on ressent quand ce terrain disparaît. Alors, je vous propose à ce moment de la discussion et de mon intervention, je ne sais pas combien de temps il reste, Gaël, parce que ça va, tout va bien ? Parfait. Alors, je vous propose de vous lire un extrait d'un bouquin, alors, qui s'appelle Graines d'engrenage. Vous voyez rien surtout au fond. Donc je vais vous dire, c'est Graines d'engrenage, qui a été écrit par Caroline Gaeux et Guy Barosa, qui vous diront sans doute strictement rien. C'est pas que c'est grave, mais enfin, donc c'est deux militants qui ont travaillé sur le compte rendu d'une occupation d'un terrain vague à Dijon. Donc ça vous aura pas échappé, je suis Dijonnais, enfin ça vous aura pas échappé grâce à la petite slide, qui donc ont, je dirais, narrer ce qui s'est passé pendant un an sur donc ce terrain qui en fait a vu une occupation débuter en juin 2020 et qui a vu cette occupation prendre fin sous les tractopelles, enfin sous le poids des tractopelles et le des gaz lacrymogènes en juillet 2021. Sur ce terrain vague, on y a fait tout un tas de choses, globalement que des choses licites,
peut-être quelques petites choses illicites au fond, mais n'empêche que c'était globalement licite à coup de culture de légumes, à coup de terrain de pétanque, à coup de justement sonos qui diffusaient tout ce que vous pouvez bien vouloir diffuser. Bref, c'était un lieu de vie, c'était justement un lieu où des mondes vécus se sont construits, où des mondes vécus ont interagi. Et donc il a été évacué, et comme je vous le disais, quand justement ce genre d'endroit est évacué, il y a une douleur réelle qui se crée, une émotion importante qui impacte assez profondément celles et ceux qui ont évolué dessus, et notamment un enfant qui s'appelle Édouard. Alors cet enfant, voilà ce qu'il raconte en fait à nos deux auteurs, Caroline Gaheux et Guy Barezaille. On est venu à l'Engrenage avec des copains du club sans chef, c'est important quand même, pendant les vacances. Le reste du temps, on venait au goûter après l'école. Il y avait un petit bateau pour 3 enfants accroché à un arbre. On montait par une échelle. Sur un autre arbre, devant la cabane, il y avait une échelle de corde. Je montais à moitié sur la barrière avec l'échelle et je me lançais dans le vide. Des gens avaient pris des planches de notre cabane. Alors on en a reconstruit une. Et j'ai mis une pancarte, ne pas casser. C'était une vraie cabane où on entrait à 3, accroupis. À côté de la cabane, il y avait un arbre sur lequel j'adorais grimper. J'étais le seul à grimper en haut. Il y avait des montagnes de blocs de pierre, mais maman m'a dit d'arrêter parce que je courais dessus, quand même. Au fond, il y avait des bobines vides. Vous avez les grosses bobines de chantier, là. Il y avait des bobines vides. Dans un coin du mur, il y avait un trou d'un demi-bloc. On mettait la bobine devant, on n'avait plus qu'à la bouger, et ça faisait un passage secret. Une vraie petite cabane dedans. Avouez quand même que pour un gamin, c'est quand même des riches souvenirs. Et quand ce même gamin voit des bulldozers, bon, et des CRS débarqués, j'en veux pas aux CRS, ils font leur taf, mais donc quand il voit ça, ça marque assez profondément. Alors je vais pas vous lire tout le livre, évidemment, parce que j'aurai pas le temps du coup, mais si ça vous intéresse, vous pouvez écrire à la maison d'édition, ils seront ravis de vous l'acheter, que vous l'achetiez, pardon. Mais en tous les cas, évidemment, Édouard, il est réinterrogé à la fin par les auteurs. Là, on est au milieu de l'occupation environ, et il a très mal vécu justement cette attaque de son monde vécu, et la douleur, on le sent bien, l'émotion, parce que peut-être que la douleur est un peu violent comme mot pour lui, mais l'émotion est quand même assez considérable. Donc voilà, alors pour info, ce terrain il s'appelait l'engrenage. L'engrenage, moi je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment ce système, moi j'adore les engrenages en fait, il y a vraiment ce système et qui s'incrémente, et je trouve ça plutôt intéressant comme vision de ces mondes qui justement interagissent, cohabitent ensemble, coexistent. C'était, je trouve, assez bien trouvé. Alors, cette histoire de l'engrenage, donc, elle reflète, en fin de compte, tout un tas d'autres occupations, tout un tas justement d'émotions qu'on peut ressentir quand nos mondes vécus sont attaqués. Et à ce point de mon intervention, alors, il y a aussi un terrain vague que j'avais oublié, un terrain vague assez célèbre. Vous avez tous et toutes, enfin je pense peut-être, lu Le Petit Nicolas, vu Le Petit Nicolas, puisqu'il y en a eu des films depuis. En tous les cas, voilà, le petit personnage de Sampé, dont le lieu principal après la sortie de l'école était le terrain vague. Il courait, il fonçait sur ce terrain vague, et il en a fait plein de choses de ce terrain vague. Il a fait des cabanes, comme Édouard, il a conduit des bagnoles un peu désossées, sans doute comme Édouard peut-être. Bref, c'est un terrain d'aventure comme justement on en fait de moins en moins dans les villes, et en tous les cas c'est un terrain bourré d'émotions qui a aussi constitué, je suppose, moi je le connais pas personnellement le petit Nicolas, mais je suppose que ça a aussi constitué son monde vécu. Et il y en a un autre qui a eu un monde vécu dont il a parlé et qu'il a surtout mis en chanson, et on sent derrière l'émotion qu'il y a eu à le voir disparaître, c'est Jean Ferrat. Rien à voir du coup, vous l'imaginez bien. Alors oui, pardon, excusez-moi, voilà, je sais vraiment pas faire deux choses à la fois, je suis désolé. Le terrain de l'Engrenage à Dijon, c'était ça. C'était donc un terrain vague. Il faut s'imaginer vraiment un terrain qui était au départ totalement vague, voilà, une friche, et il a été aménagé donc pendant 1 an avec, comme vous le voyez, des potagers, et avec des potagers où a poussé quelque chose malgré les je fais pas de politique à ce niveau de ma discussion, mais malgré les dénégations du maire de Dijon, qui voyait dans ce terrain vague uniquement une bande de punk à chiens. Non, c'était pas ça. Ce terrain vague produisait autre chose, produisait du légume et produisait tout ce que je viens de vous dire là. Bref, quoi qu'il en soit, voilà à quoi ça ressemblait. Voilà un petit peu donc les alentours, et voilà ce que c'est devenu une fois que ça a été évacué. Donc vous voyez, on est quand même assez loin de l'esprit qui régnait, de l'esprit du lieu. Maintenant il y a un bel immeuble qui était encore en construction à l'époque, qui maintenant est beaucoup plus haut, qui arrive à peu près à la hauteur de la grue. Donc vous imaginez aussi
quand je parle justement de cette attention au vivant, de cette culture de l'attention au vivant et donc de ces mondes vécus, ce que ça peut représenter. Moi, maintenant, par exemple, je passe plus devant ce terrain, enfin, je passe plus ici parce que c'est trop violent pour moi. Je l'ai aussi vécu de l'intérieur, hein, cette occupation, vous l'imaginez bien d'ailleurs, sinon je vous en parlerai pas comme ça. Et du coup, c'est vrai que c'est très dur pour moi, quand je tourne la tête, de voir ça à la place du terrain à vagues. C'est quelque chose qui, émotionnellement, est très très fort. Alors voilà, si ça veut bien marcher, mais si ça marche pas, ça nous permettra d'aller plus vite. Ben voilà, ça va pas marcher, c'est pas très grave. Alors si vous aimez Jean Ferrat et si vous ne l'aimez pas, vous le découvrirez. Il a réalisé, il a écrit et chanté une chanson qui s'appelle Le Petit Jardin. Et Le Petit Jardin qui est sorti en 1962, quelque chose comme ça. Ça raconte justement la destinée tragique d'un jardin ouvrier qui finit, on est en banlieue parisienne, hein, qui finit par être détruit pour laisser place à la construction de logements. Alors on va pas opposer jardin et logement, c'est un débat qui est très compliqué, donc je vais pas me lancer là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est surtout les mots de Jean Ferrat et la façon dont il en parle. Ça, c'est que je vais devoir arrêter, c'est ça? D'accord. C'est quelqu'un qui en a marre, peut-être, mais donc je vais quand même accélérer. Du coup, écoutez Jean Ferrat, écoutez Le Petit Jardin, vous allez sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, et vous allez voir, ça aurait été vraiment intéressant à ce point de la discussion, ça aurait permis en plus de faire un break pour tout le monde, c'est pas mal, mais n'hésitez pas. Alors, du coup, tant pis pour vous, je vais vous lire, j'avais pas forcément prévu de le faire, mais j'ai encore un tout petit peu de temps. Voilà. Je vais vous lire un autre extrait d'un autre bouquin d'un japonais. Alors là, pareil, hein, j'ai pas d'accent anglais, pas plus japonais, vous imaginez bien. Il s'appelle cet auteur Inoue Yasushi. Pardon encore une fois s'il y a des gens qui parlent japonais. Il a écrit un livre qui s'appelle Une voix dans la nuit, aux éditions Piki, très belle maison d'édition, hein, si vous aimez la littérature asiatique. Et donc, Inoue Yasushi, il raconte là-dedans l'histoire d'un grand-père qui vit à Tokyo, enfin qui vit en dehors de Tokyo, pardon, et qui monte à Tokyo pour aller voir son petit-fils, et qui se fait renverser par une voiture dans cet univers ultra-urbain hein, qui est Tokyo, avec cette circulation ultra-dense, bref. Et donc, il est hospitalisé. Et il est au 8e étage de son hôpital, et il regarde par-delà sa fenêtre, il regarde le bas de Tokyo, et voilà ce qu'il écrit, enfin ce qu'il dit, ce qu'il imagine, ce grand-père, en regardant les circulations et la densité urbaine de Tokyo. Dans ces rues où les monstres bondissaient sans se faire voir, des voitures sans nombre circulaient, des hommes innombrables se démenaient. Hommes et voitures avaient vendu leur âme à l'ennemi. Non, c'était faux de dire vendu, car ils ne savaient même pas qu'ils avaient perdu leur âme. Suivant les ordres hurlés par les démons, les voitures criaient, aboyaient, glapissaient et tournaient en rond, comme si c'était là leur vraie mission. Les hommes se glissaient prestement entre ces voitures comme si c'était tout naturel et s'agitaient de droite à gauche. On pouvait dire que la ville, dans sa totalité, était sous la coupe des démons. Chantiers de construction, travaux sur les routes ou les lignes de métro, les uns comme les autres se laissaient commander. Et ainsi, c'était un ciel de cendres, avec le soleil voilé qui couvrait Tokyo la géante. Ces pauvres humains ne pensaient plus à regarder le ciel. Alors que plusieurs rivières sillonnaient autrefois la ville, ils oubliaient même qu'elles avaient été englouties par les démons. C'est assez sombre, hein, évidemment. Ceci dit, je trouve que c'est là aussi très, très représentatif de justement ce qu'on peut imaginer, encore une fois, quand on parle de ces mondes vécus, de cette attention, de cette culture de l'attention au vivant. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est assez réussi. Alors, le livre en lui-même est vraiment, je vous le conseille aussi, tout autant que Graines d'engrenage et que Jean Ferrat, vous l'aurez compris, et que Sampé, etc. etc. Mais voilà, c'est vraiment un chouette bouquin qui est une vraie réflexion poétique autour justement, notamment, de la ville. Alors, dernier petit exemple peut-être en termes de présentation d'artistes sur ce monde vécu et sur cette culture de l'attention au vivant, cette BD là de Chloé Wary, je ne sais pas si vous connaissez Chloé Wary, moi j'étais comme si je la connaissais en fait, personnellement pas du tout. Donc Chloé Wary, pardon, c'est une dessinatrice, une BDiste, je crois qu'on dit ça comme ça, qui a commis plusieurs livres autour justement de la banlieue parisienne, elle vient de la banlieue parisienne, et notamment autour des groupes des groupes de hip-hop, de la culture rap, etc., etc. Et un de ses derniers bouquins, donc je crois que c'est même le dernier, hein, vous voyez la date, 2023, Rossinizu, eh bien évoque justement, et je vais vous passer une petite planche, voilà, juste après, évoque justement ce combat qui est mené par un collectif et des gamins qui font du rap sur un terrain vague, et qui sont expulsés du jour au lendemain par tout simplement un promoteur. Enfin, c'est pas le promoteur lui-même qui va aller expulser les gamins, mais en tous les cas, voilà, la conséquence est la même. Ils se retrouvent sans terrain et ils vont. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, c'est un gros bouquin en plus, très très beau, enfin, c'est mon point de vue en tous les cas, et ils vont donc s'organiser pour tenter de lutter contre l'arrivée des pelleteuses.
Voilà, là aussi, ça retrace, je trouve, formidablement ce qu'on peut ressentir à partir justement de ce type d'occupation qui finit en général assez tragiquement. Alors, ces écrivains, ces musiciens, ces danseurs, ces artistes hein, ont encore une fois ce talent que je n'ai pas et que j'aimerais avoir, mais que je n'ai pas. Donc, pour retranscrire encore une fois ce monde vécu, pour parler de cette culture de l'attention au vivant. Et pour moi, en tous les cas, ça a été, je vais dire quasiment une découverte. Alors, je fais juste une parenthèse très rapide. Comme je vous le disais, j'ai aucun don artistique et qui plus est, jusqu'à il y a peu, je mobilisais assez peu la culture dans mes travaux et désormais, je la mobilise systématiquement. C'est aussi un effet Covid parce que quand j'ai entendu que la culture était quelque chose de secondaire au moment du Covid, c'est vrai que je me suis dit, tiens, il faut peut-être s'intéresser puisque c'est devenu soudainement secondaire. Donc, du coup, je mobilise maintenant vraiment régulièrement la culture, tout ce qui peut être produit, n'importe quel type de support artistique, comme vous le voyez là. Et j'ai surtout acquis, moi, la certitude que l'interaction artistique est essentielle dans la construction, justement, d'une culture de l'attention au vivant. Alors, je vais peut-être vous passer... Il reste combien de temps, Gaël ? Il reste 5 minutes, j'ai encore pour au moins 20 minutes, donc j'arrête au bout de 5 minutes quand même. Ok. Bien, alors donc je vais vous passer un petit extrait d'un film que j'avais coécrit et co-réalisé avec un acolyte il y a ça une dizaine d'années à Paris. Alors ceci dit, je vous dis, je vais vous le passer, mais visiblement vu que Jean Ferrat démarrait pas, il y a assez peu de chances pour que le film démarre. Ah si, ça démarre pour le coup. Et donc, alors ouais. À la base, on venait là depuis très longtemps et il n'y avait pas grand-chose ici. Ensuite, Henri et d'autres jardiniers sont arrivés et nous ont proposé de leur filer un coup de main. Du coup, plutôt que de galérer à rien faire sur la PC, on les a aidés, on s'est pris au jeu et finalement, on a bien aimé ça et voilà quoi. Il y a eu pas mal de choses en fait. Mais... de plantes qu'on trouvait un peu partout parce qu'en fait ici il y a plein de plantes qu'on commence à pousser il y a un peu de sans rien, tout seul. Et donc on les a déplacées, on les a amenées ici. On a fait pousser de la pomme de terre là où il y a le poteau. Vous voyez là-bas. Juste ici. Et sinon on a mis quelques fleurs à l'entrée puisque c'est une des entrées pour arriver à la PC. Et donc voilà, la petite ceinture. Ouais, des fois on mange, il y a un pommier aussi là-bas. Et en fait, quand c'est la saison, on en mange et voilà. Un cerisier là aussi. Ouais, il y a un cerisier, il y a pas mal de trucs. Pas mal de trucs. Ça avance, ça sort. Bon, sinon, ce que j'aime bien aussi ici, c'est que il y a tout, c'est un mélange de nature et en même temps d'urbanisme, etc. On voit, il y a des tags, il y a toujours les rails, etc. qui n'ont pas bougé depuis je sais pas combien de temps. Enfin, vraiment quand même. Voilà. Et du coup, c'est un peu la nature qui reprend le dessus. Voilà, alors moi j'aime beaucoup ce que disent alors c'est pas un film en fait, c'est un documentaire, hein, c'est un abus de langage de ma part, comme je vous le disais, j'ai aucune fibre artistique. Donc j'aime beaucoup ce que disent ces deux gamins parce qu'au fond il y a justement chez eux, sans qu'ils le sachent peut-être, il y a cette attention, cette attention au vivant, il y a cette culture de l'attention au vivant. On le voit à la fin hein, quand ils évoquent cette nature exubérante, mais pas que cette nature en elle-même, tout ce qui constitue en fait le monde vécu de cette parcelle de la petite ceinture, qui d'ailleurs aujourd'hui ne ressemble plus du tout à ça. Hein. Celles de ceux qui connaissent Paris, qui sont peut-être allés sur la petite ceinture, savent que elle est progressivement aménagée, et que donc quelque part le côté sauvage, je dirais, le côté spontané disparaît un petit peu. Bon, tout ça se discute, mais c'est pas le lieu d'en discuter, surtout que j'ai plus le temps. Donc, à l'arrivée, simplement, et donc pour conclure, malgré le fait que j'en avais encore pour longtemps, je dirais qu'aujourd'hui, l'agriculture urbaine, donc je suppose qu'il y en a au Havre, j'ai pas pu, malheureusement, comme je vous le disais, aller voir ce qui se passait tout autour du Havre, mais tout comme n'importe quelle ville qui se respecte, il y a sans doute un certain nombre d'actions. Peut-être que la municipalité met en place là, des actions autour de l'agriculture urbaine, dans les quartiers populaires notamment. Moi, ce que j'ai envie juste le point sur lequel j'ai envie d'insister, ça vous étonnera pas, c'est sur ce que donc j'ai appelé l'attention, et c'est pas uniquement moi qui l'appelle d'ailleurs, hein, on est d'autres, on est un certain nombre à évoquer ce sujet-là. J'aimerais simplement que quand on propose une action d'agriculture urbaine aujourd'hui, quand on va dans des quartiers populaires notamment, mais pas que, hein, n'importe quel quartier au fond, on imagine d'abord comment les habitants vont s'emparer de ce projet et comment justement on va rentrer dans leur monde vécu, comment l'agriculture urbaine va s'intégrer à leur propre monde, parce que c'est pas non plus totalement évident. Cette attention à
cette culture de l'attention au vivant, elle nécessite, encore une fois, de bien comprendre, de prendre du temps surtout, pour comprendre un peu les dynamiques du milieu de vie dans lequel on va faire une installation d'agriculture urbaine, parce que ça peut très bien être vécu assez mal, ça peut très bien être vécu, alors je vous rassure, hein, quand on installe en général un potager au pied d'une barre ou au pied d'un quartier cossu, il n'est pas détruit le lendemain matin, c'est quand même assez rare, voire vraiment très rare, mais malgré tout, ça peut être vécu comme une forme d'injonction. Et cette injonction-là, on n'a pas tous envie en fait d'avoir en bas de son immeuble ou en bas de sa barre ou en bas de sa rue ou en bas de ce que vous voulez. On n'a pas tous envie d'avoir un potager. Ça se trouve, on va avoir envie d'avoir une sculpture. Hein. On va avoir envie de toute autre chose. On va avoir envie de rien en fait. Mais ceci dit, voilà, on va forcément, en tous les cas, avoir un avis sur cette question-là. Et donc, je pense que moi, il est important au moment où l'agriculture urbaine se développe, hein, depuis une quinzaine d'années, où n'importe quelle ville qui se respecte justement veut son projet en agriculture urbaine, plus ou moins grand, plus ou moins ambitieux, plus ou moins productif, plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Il est important vraiment de comprendre qu'on doit l'intégrer, encore une fois, dans le milieu de vie. On doit prendre en compte le monde vécu, on doit avoir cette culture de l'attention au vivant. Merci beaucoup. Merci. Je crois, Antoine, que tu as fait exactement le temps imparti. D'après, dans les yeux de mon équipe, je vois que c'est parfait. Mais, comment ? L'idée que ça serait que le rap soit consacré le rap et pas le rap, soit consacré peut-être aux échanges s'il y a des questions. Benjamin, au fond de la salle, a le micro dans sa main. Et je vous le disais, hein, c'est une conversation, donc n'hésitez pas à échanger. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question par rapport à... C'est peut-être, je me fais un peu l'avocat du diable, mais vous parlez de terrain vague ou de friche. Et quelle est votre... quelle est votre réflexion par rapport à ceux qui rétorquent, en fait, qui brandissent par exemple la densité ou le fait qu'il faille construire plus de logements pour loger plus de gens dans aussi un centre-ville. Je pense aussi au terme d'étalement urbain dont on entend beaucoup parler. Comment est-ce que vous positionnez votre pensée par rapport à ces thématiques d'actualité ? Alors, on va tout de suite faire un peu de politique du coup. Je vais essayer de pas trop en faire, mais ma pensée est que donc moi je vis à Dijon. On a autour de Dijon et hors de la métropole dijonnaise la chance d'avoir énormément de villages, énormément d'endroits où au fond on pourrait installer et on pourrait vivre, et où on vit de moins en moins parce qu'il y a un effet métropole qui fait que globalement tout est attiré vers la métropole, et c'est un effet voulu évidemment. Les métropoles ont vocation à grossir. Le maire de Dijon par exemple l'a souvent répété. Du coup, en répétant ça, forcément on comprend que la pensée, pour qu'elle grossisse, vise à trouver de la place, et forcément effectivement la place vous la trouvez sur des terrains vagues, et donc la question de la densité se pose à ce niveau-là, à cet endroit-là, et du coup ne se pose pas dans l'esprit justement d'un maire qui souhaite voir sa ville grossir. Ce que je déplore, c'est que au fond, on pourrait, de mon point de vue en tous les cas, renverser complètement les choses, et le paradigme en l'occurrence, et se dire que la métropole n'est pas l'alpha et l'oméga d'un développement économique et d'un développement politique et d'un développement culturel et social, et etc., mais que l'enjeu, ça serait plutôt de revitaliser les centres-bourgs, ça serait plutôt de revitaliser des villages à coût de services publics, etc., pour permettre justement d'avoir des métropoles qui soient respirables. Parce que la crainte que moi j'ai, la crainte en étudiant donc les terrains vagues, en étudiant effectivement tous les aspects que je vous ai narrés un peu rapidement, la crainte que j'ai, c'est qu'au fond, ces métropoles, elles ne deviennent plus respirables. Qu'on soit dans une vision quasiment dystopique quelque part, à la Gotham City, je caricature énormément évidemment, mais pas tant que ça. Moi, voilà, alors j'ai été parisien pendant 40 ans, je ne supporte plus Paris, c'est assez fréquent en fait pour les repentis parisiens, et quand j'ai fait un stop à Paris pour venir jusqu'ici, franchement, ça a été difficile pour moi, parce qu'en matière de dystopie, ça se posait, j'ai trouvé, d'une manière assez flagrante, notamment quand j'ai essayé de prendre un ticket de métro, où en fait j'ai compris qu'il n'y avait plus de ticket de métro, je ne savais pas en fait. Hein. Et franchement, j'ai dû aller à 50 machines, enfin, ça a été une horreur tout simplement. Donc voilà, enfin, c'est pas ça qui fait que effectivement c'est un terrain vague qui a remplacé une machine, enfin, ça n'a rien à voir, mais simplement, c'est ce côté dystopique. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ma position, elle est là, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est vrai que je crois que c'est quelque part... brandir la densité pour dire je ne vais pas urbaniser le périurbain, etc., et
je suis désolé d'être un peu polémique et politique, mais en l'occurrence à Dijon, c'est pas vrai. On densifie la ville interne, enfin le nœud interne de la ville, mais on densifie aussi l'extérieur. Donc voilà, je trouve là, alors il y a un vrai débat sans doute à lancer, mais encore une fois, je pense que les métropoles méritent mieux que justement une densification à outrance. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Ou remarques ou personne sur le périurbain et la densité? Moi, je voulais répondre, en tout cas, c'est une vraie question aujourd'hui écologique, puisque, en gros, d'une certaine manière, la densité est aussi une réponse à des problématiques énergétiques, et en tout cas, peut être présentée comme ça, et c'est un vrai débat. C'est vrai que c'est une question qui est très complexe. On sait, je l'avais déjà dit ici l'année dernière, on sait que, a priori, les projections nous prédisent 80% de l'humanité vivant dans des villes à horizon 2050. 2030 même. Oui. Et donc, ce que tu proposes, en tout cas ton approche, c'est des stratégies pour ne pas forcément céder à ce tout mégalopole, quoi, on va dire. Oui, alors moi je condamne pas les métropoles, hein, il faut bien être clair. Je pense pas qu'on irait sur le terrain politique en fait, parce qu'on est quand même à la lisière de la politique. Mais je condamne pas les métropoles, loin de là. Au fond, je m'en fous un peu en vérité. Par contre, ce dont je me fous pas, c'est vrai, c'est la façon dont ce milieu de vie-là, urbain, très urbain, va survivre à tous les défis qui s'annoncent. J'entends effectivement qu'il y a le défi énergétique et que densifier, ça permet de concentrer justement un petit peu cette énergie, et ça permet d'éviter aussi les déplacements et donc la déperdition et le carbone qui s'en va dans l'atmosphère, etc. Mais au fond, quand on y pense, si vous revitalisez un centre-bourg, si vous recréez de l'économie dans des villages et que vous ramenez des services publics, etc., les gens moi je viens du Morvan en fait. Voilà, pour tout vous dire, Dijon, c'est ma ville d'adoption, mais mes racines sont morvanaises. Je ne sais pas si vous connaissez le Morvan, c'est un espèce d'îlot rocheux en plein milieu de la France, là, que personne ne connaît en général, qu'on contourne autour avec les autoroutes. Il n'y a personne dans le Morvan, c'est pas compliqué. En termes de densité, là, pour le coup, on est tranquille. Mais on est tellement tranquille qu'il n'y a plus de service public. Dans le Morvan, il n'y a plus rien. C'est simple, hein, si vous voulez aller chez le Toubib, il faut prendre rendez-vous à Dijon, qui est à 1h30, et encore, le rendez-vous, c'est dans 2 mois. Donc, il ne faut pas être malade dans le Morvan. Il n'y a plus de maternité non plus. Enfin bon, voilà, le tableau est apocalyptique, mais quelque part, il est réel. Ça n'empêche pas, par contre, que le monde vécu du Morvandio est plutôt intéressant, et il est content, le Morvandio, malgré tout. Mais malgré ça, il suffirait de pas grand-chose. Alors, ok, c'est un peu yaka faucon, mais pas tant que ça. Si on renverse, en fin de compte, la chose, et qu'on se dit qu'on revitalise les centres-bourgs, qu'on se dit qu'on revitalise la ruralité, ça peut marcher, et on va pas du coup faire du pendulaire entre justement son village et Dijon pour aller chez le Toubib. Donc voilà, c'est je pense une question de ni plus ni moins de paradigme, et actuellement le paradigme qui l'emporte, ça reste le paradigme métropolitain, je crois. Ah, une question. Oui. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question. Personnellement, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'occupation, du squat de lieux pour revitaliser ces lieux qui sont abandonnés. Et là, vous parliez par exemple de mettre des potagers dans des lieux, donc en bas d'une barre, en bas d'une habitation. Et vous parliez aussi donc soit potager, soit œuvre d'art. Après, ça pourrait être intéressant de mélanger les deux. Gaël Charbon avait parlé lors d'une conférence il y a quelques mois au Doc Vauban par rapport à une œuvre d'art en haut d'un parking qui mélangeait donc potager et art. Et je trouve ça c'est très intéressant de mélanger les deux pour justement donner une justification, une légitimité à l'occupation d'un lieu en mettant la culture et l'art dedans. Voilà, c'est plutôt une remarque qu'une question, mais voilà. Mais merci, je suis très, très touché. D'abord, vous assistez à toutes mes interventions, visiblement. Parce que Grande fan. Moi-même, je réfléchis, je ne me souvenais pas effectivement, je vois de quoi vous parlez. Vous faites référence à l'œuvre qui s'appelle Sur le toit, qui est une œuvre qu'on a produite l'année dernière avec Un été au Havre, et qui effectivement est tout à fait dans les problématiques qu'on évoque là, puisque c'est un collectif havrais avec architectes, paysagistes, etc. Et on a construit l'année dernière, j'espère que nombreuses sont les personnes dans la salle qui sont allées le voir, sur le parking des Doc Vauban, un jardin modulaire, un jardin mobile un peu utopique, qui est en fait une structure en bois qui est destinée à s'adapter à différents environnements,
Là, justement, on l'avait perché sur le toit des docks. Et qui a poussé tout l'été. Donc c'est un endroit qui a été cultivé par les artistes, enfin en tout cas par ceux qui l'ont produit, mais aussi par le public qui venait comme ça se sensibiliser à des questions d'agriculture urbaine. On était vraiment au cœur du sujet. Et c'est un projet qui là est démonté, stocké pour le moment. Donc ce qui a poussé continue à pousser et on va le représenter dans une configuration tout à fait différente dans quelques mois à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris pour une saison qui s'appelle Jardin. Et donc c'est une œuvre qui va... l'idée de cette œuvre, c'est justement d'évoluer et de se déplacer et de se reconfigurer en fonction des espaces. Merci beaucoup pour cette allusion, je suis extrêmement touché. Je vois que vous suivez, c'est très bien. Et on me fait des grands signes de croix dans le fond. Donc peut-être juste pour Antoine, je te laisse conclure. J'ai compris le signe de croix, je vais partir tout de suite. Mais juste pour rebondir sur votre remarque, moi, quand j'ai commencé aussi à m'intéresser à la culture squat, il y a une vingtaine d'années de ça, la culture squat, elle n'intégrait pas du tout. Alors, c'était beaucoup des collectifs d'artistes. Par exemple, Can Masdeu, dont je vous montrais tout à l'heure à Barcelone, c'est à la base un collectif d'artistes. J'ai pas mal travaillé, je pense qu'il y a un certain nombre de Parisiens dans la salle, enfin, il y en a quelques-uns peut-être. J'ai pas mal travaillé avec un lieu qui s'appelle La Générale, ça dira sans doute quelque chose à certains. La Générale, en fait, c'est un lieu qui se situe à côté de la mairie du 11e arrondissement. C'est au départ un collectif également d'artistes. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution des squats d'artistes. Ils ont évolué justement en intégrant progressivement de l'agriculture urbaine. C'est devenu l'agriculture urbaine, au fond, le squat 2.0. Et vous trouvez énormément, moi à la Générale par exemple, on avait installé, un peu comme ce que tu es en train de décrire là, un potager sur le toit il y a une dizaine d'années de ça, avant que je parte de Paris, et c'était vraiment cette volonté d'intégrer effectivement notamment le vivant, et cette culture de l'attention au vivant, on la retrouvait également là-dedans. Donc effectivement, c'est une très juste remarque. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine, merci.